Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode d'Indexpresso. J'espère que vous serez nombreux aujourd'hui avec nous pour ce premier live sur LinkedIn, puisque les précédentes fois c'était sur Livestorm. Là on change un peu le principe technique, on espère que ça se passera super bien avec vous. Donc je rappelle un peu ce que c'est Indexpresso. Indexpresso c'est une émission qui va parler de marketing digital, de design et de branding. Les replays des premières émissions sont disponibles sur YouTube, je vous les enverrai évidemment dans les commentaires et n'hésitez pas à participer, l'idée c'est que ce soit interactif, donc c'est dans les commentaires, on n'a pas vraiment de chat sur LinkedIn, c'est la différence avec Livestorm. Et aujourd'hui on va parler avec Philippe de marque employeur. L'idée c'est de définir cette notion et de savoir ce que c'est. Et du coup, Philippe, avant de commencer à parler de marque employeur, est-ce que tu pourrais te présenter tout simplement? Oui, bien sûr. Bonjour Walid et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors moi, je suis d'abord un ex-directeur marketing communication. Je fais ça pendant une douzaine d'années dans les entreprises de services. Je suis aussi l'ex-directeur général de l'agence Indexel, qu'on a créée avec mon associé Serge Jovanovic il y a plus de 20 ans maintenant. Et aujourd'hui, je me consacre à développer l'offre de pur conseil de l'agence Indexel, ça s'appelle IDX Consulting, et on intervient tant sur des stratégies de marque que sur des stratégies digitales, éditoriales, et évidemment, du sujet dont on va parler aujourd'hui, la marque employeur. Voilà, exactement. en très court. Alors, remarque importante sur ce live, il y aura une petite surprise, ou même une grosse surprise à la fin. Donc restez jusqu'au bout de l'émission, ça c'est pour vous obliger à rester en fait. Donc restez bien jusqu'au bout de l'émission et on va remettre un peu de contexte dans le sujet, puisqu'il y a eu pas mal de buzzwords qui ont popé ces dernières années. Quiet quitting, bore out, burn-out, désolé pour les accents, hein. Grande démission aussi. Donc les sujets RH, ils sont vraiment sur le devant de la scène et on parle de plus en plus souvent de marque employeur et c'est des demandes de nos clients. C'est pour ça qu'aussi on a monté cette offre. Donc est-ce que tu peux définir la marque employeur en quelques mots? Oui, bien sûr. En fait, moi je préfère toujours parler plutôt d'identité RH ou d'identité employeur plutôt que de marque employeur parce que ça a toute une connotation marketing, alors que le sujet c'est vraiment pas d'essayer de passer un coup de vernis sur l'entreprise pour la rendre artificiellement plus intéressante, mais c'est justement d'aller creuser pour identifier le vrai ADN RH de l'entreprise à des fins d'attractivité, effectivement de rétention. C'est un sujet qui est en fait tourné à la fois vers l'intérieur et l'extérieur. Exactement. Donc le but c'est d'arriver à exprimer cet ADN RH le plus précisément possible, de façon la plus détaillée possible, de la plus sincère possible, sur le fond bien sûr, mais aussi avec une déclinaison sur la forme, soit sur le mode d'expression, soit avec un ton particulier sur le plan graphique. Et c'est super important parce qu'on le sait tous, dans beaucoup de secteurs, le marché de l'emploi est en tension. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2-3 ans, le taux de postes vacants en France, il reste stable à 2,3%, alors qu'à son plus bas niveau en 2009, on était plutôt à 0,3%. Donc on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de postes qui restent vacants, alors que dans le même temps, le nombre d'offres d'emploi disponibles sur Indeed, par exemple, a bondi de 64% ou 65% par rapport à ce qu'il était avant la pandémie. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet, et c'est pour ça que c'est devenu un enjeu majeur pour toutes les entreprises. Et puis je termine en faisant le constat, comme tout le monde, en tout cas, comme toutes les entreprises qui recrutent, que le rapport au travail a changé, il y a des nouvelles aspirations, et aujourd'hui, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est plus du tout l'entreprise qui recrute son collaborateur, mais c'est le candidat qui va choisir sa prochaine entreprise. Donc la donne a complètement changé, et les demandes portent largement au-delà de la simple description du poste et du salaire. Alors on parle beaucoup notamment des postes de cadre et notamment le rapport de la Gen Z qui arrive sur la fameuse génération Z qui arrive sur le marché du travail et qui rebat les cartes. Il y a eu, tu en as parlé, l'effet Covid qui a été un grand bouleversement, l'arrivée du télétravail massif et tout ça. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées justement autour de cette conjoncture pour les entreprises, pour voir comment elles allaient se réinventer. Alors, c'est vrai, mais on aurait tort de croire que ces nouvelles aspirations concernent uniquement les 20-30 ans, la génération Gen Z. Et c'est vrai que la pandémie, elle a agi comme une espèce de révélateur auprès des tranches d'âge supérieures.
Ces gens de 40, 50 ans, ils se sont dit, mais finalement, ces jeunes, ils posent les vraies questions. Ils mettent en exergue leur travail par rapport à leur vie personnelle. Ils veulent pouvoir faire en sorte que leur travail soit aussi une source d'enrichissement personnel. Donc, ce sont des générations qui, finalement, ont servi de tremplin. Et ces revendications, maintenant, elles concernent absolument toutes les tranches d'âge. Et on voit dans les entreprises, nous qui travaillons pour beaucoup de grandes ESN ou d'entreprises du conseil, on voit des managers confirmés, des consultants seniors qui arrivent en entretien avec les mêmes revendications que les plus jeunes. Donc aujourd'hui, la tendance, elle est vraiment globale. Alors, juste avant, je redis à notre public, si vous souhaitez poser des questions, alors moi j'essaye de rafraîchir, c'est pas évident avec ce système, mais vous pouvez poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à le faire. De toute façon, on prendra quelques minutes en fin de live pour répondre aux différentes questions. Alors justement, la marque employeur, comment tu définirais son périmètre? Oui, alors c'est très très important de ratisser large entre guillemets et de rien mettre sous le tapis. Je crois que notre réal préféré va nous envoyer le fameux schéma que je ne vais pas détailler là, mais on pourra y revenir plus tard. Ce qu'il faut traiter impérativement, c'est les notions de sens dans le travail. Hyper important, le management au quotidien, la culture du management. Est-ce qu'on est dans une culture de feedback? Est-ce qu'on est dans une culture de développement du leadership, etc. Évidemment, traiter l'environnement de travail, le télétravail, tout ce qui est inclusion, diversité, la gestion des carrières, quelle passerelle on propose, quel programme de formation on propose, est-ce qu'on peut devenir manager et être accompagné pour ça, etc. etc. La notion de confiance, transparence dans la communication, clarté des missions, des objectifs, des critères de mesure, et puis tout ce qui est lié à la santé, au bien-être, pas simplement à la santé physique, mais aussi à la santé psychologique. Comment on évite les burn-out dont tu parlais tout à l'heure. Donc ce qui est vraiment important, c'est de considérer que même si certains sujets ont été maltraités, pas traités du tout, qu'on pense résolus mais qui sont en fait pas exprimés, c'est l'occasion de mettre tout sur la table et d'être le plus clair possible par rapport à ces différents piliers. Très bien. Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir séduire sans tricher, de pouvoir attirer sans décevoir les candidats, parce que sinon, effectivement, l'effet boomerang est garanti. On attire des candidats qui sont finalement déçus dès leur arrivée. Alors, est-ce que tu as des exemples concrets en tête? Oui, alors j'ai surtout des exemples. Un exemple en tête avec une ESN en fait qui m'avait demandé de travailler sur leur marque employeur alors qu'elle venait de fusionner avec une autre ESN. Et donc je me suis retrouvé face à des dirigeants qui avaient des cultures différentes, des histoires différentes et qui portaient des valeurs qui n'étaient pas forcément les mêmes et qui projetaient pour la nouvelle entité une vision complètement différente de l'empreinte RH. Donc là, ça pose problème et ça veut bien dire que la première étape, c'est d'être sûr qu'au niveau de la direction générale, du comité de direction, on a une vision à peu près consensuelle des choses. Et c'est en fait, quand on adresse ces différents piliers qu'on vient de voir, on s'aperçoit que c'est rarement le cas à 100%. Donc il y a d'abord un travail à faire à ce niveau-là. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis en termes de méthodologie, il faut donc d'abord, dans une première étape, interroger les dirigeants. Ça, c'est vraiment impératif. Je veux dire, c'est pas la peine de s'engager sur un projet de marque employeur si on passe pas par cette étape. D'une part, pour sensibiliser le top management sur l'importance, le périmètre de la marque employeur, et deuxièmement, pour justement dégager un consensus sur l'ensemble des sujets. Et ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là du projet, on ne peut pas se permettre de manipuler la langue de bois. Il faut vraiment être ultra sincère, quitte à gratter un petit peu là où ça fait mal, mais il faut absolument accoucher de quelque chose qui soit formellement accepté par tout le monde. Et du coup, sur ce workshop que tu organises avec les dirigeants, tu conseilles plutôt de le faire avec quelqu'un d'extérieur? C'est assez logique de le faire comme ça, parce que forcément, et je l'ai vécu aussi, quand on laisse quelqu'un de l'interne animer ce genre de workshop, forcément, il y a le poids de la hiérarchie, il y a les enjeux politiques, on n'ose pas couper la parole à un tel parce qu'il a plus de pouvoir, on s'auto-censure, et forcément le résultat est biaisé. Donc s'il y a bien une étape où je pense qu'un regard extérieur et de préférence expérimenté doit intervenir, c'est là. Moi, quand j'interviens pour animer ce type de workshop, d'une part, il ne faut pas me la faire parce que j'ai quelques années de bouteille, et deuxièmement, je m'arrange justement parce que j'ai pas, ma parole, elle est libre, et que je peux dire à un tel, on va d'abord écouter les autres, etc. Et c'est aussi pour ça que je travaille avec des techniques qu'on dit projectives. Donc d'abord, tout le monde va gratter sur des petits post-it pour que chacun puisse s'exprimer. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que celui qui voulait absolument prendre la parole tout de suite, quand on le fait intervenir à la fin, il a plus grand-chose à ajouter. Donc ça permet que tout le monde se sente finalement assez à l'aise
pour donner son point de vue, et on arrive généralement comme ça plus facilement à dégager des consensus, en tout cas à provoquer des discussions qui sont des discussions un petit peu apaisées sur le fond, sans enjeu trop politique. Et justement, ça arrive que ces workshops soient un peu tendus, un peu... Ah oui, dans le cas de la WSN, là, qui n'en faisait plus qu'une, il a fallu refaire 2 fois. C'est-à-dire que le premier workshop a vraiment mis en évidence des différences de fond tellement flagrantes qu'on a dû refaire l'exercice pour calmer le jeu, et là ça s'est bien passé. Bon. Bah c'est plutôt cool. Alors, on parle des dirigeants, effectivement, cette étape importante pour les embarquer. Ouais. Et quid des collaborateurs, du coup? Alors, c'est évident que la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit, donc c'est bien d'avoir la vision des dirigeants. C'est hyper important de valider ce qu'on a entendu auprès des collaborateurs qui, eux, vivent l'expérience. Tu ne vas pas faire 50 000 au quotidien. Non, on va pas convoquer un workshop au Stade de France. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mener une série d'entretiens téléphoniques que je compléterai par une enquête en ligne plus large. D'accord. Et je dis enquête téléphonique parce que pour avoir testé la visio ou l'entretien en face à face, on recueille moins d'informations et c'est assez logique. On se confie plus facilement par téléphone quand on ne voit pas son interlocuteur qu'en face à face. Et moi, ce que je recherche là, c'est des signaux faibles. C'est presque de l'ordre de la conversation intime, de la confession. Donc j'ai besoin d'avoir un maximum de sincérité et donc de sentir au maximum les gens à l'aise. Donc c'est pour ça que je préconise vraiment de mener des entretiens de 30-45 minutes, pas plus, au téléphone, avec des questions ouvertes, donc des entretiens qu'on appelle semi-directifs, pour justement laisser les gens d'abord répondre de façon assez cadrée, et puis rapidement les gens se lâchent un petit peu et puis confient des anecdotes qui généralement sont les points les plus intéressants et qui moi vont me servir ensuite à structurer mon enquête en ligne. Et mon enquête en ligne, en fait, c'est une vingtaine d'affirmations que les gens vont pouvoir noter de 0 à 10, selon qu'ils ne sont pas d'accord ou complètement d'accord, et qui vont balayer l'ensemble des piliers qu'on a vus tout à l'heure, pondéré par ce que j'aurais entendu lors des entretiens téléphoniques. Et cette enquête en ligne, alors on peut la faire très facilement avec un Google Form ou avec des outils comme SurveyMonkey. Soit on l'adresse à un échantillon plus large de l'entreprise, soit on l'adresse idéalement à tout le monde. Alors, ça va sans dire, le panel qu'on va retenir pour les entretiens téléphoniques, il doit être représentatif de la structure de l'entreprise. Alors, c'est pas un panel de l'IFOP? Non. Donc, ça dépend de la structure démographique et socio-professionnelle de l'entreprise, mais évidemment, il y aura des femmes et il y aura des hommes. Évidemment, il y aura des managers et des non-managers. Et évidemment, il faut qu'il y ait des nouvelles recrues, des gens qui vont pouvoir vivre de manière très fraîche, témoigner de manière très fraîche de leur expérience de recrutement et d'onboarding. L'onboarding, c'est vraiment un point super important. Il faut pouvoir analyser ce qui s'est passé, comment ils l'ont vécu. Et puis, des collaborateurs plus anciens qui vont pouvoir témoigner sur leur parcours, leur évolution, leur frustration, de manière un peu plus mature, parce qu'ils y sont depuis longtemps. Et du coup, juste pour reformuler un peu cette partie-là de ta méthodologie, ça veut dire qu'en gros, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu vas organiser des appels téléphoniques et non pas des visios. Oui. Ça, je trouve ça super intéressant parce que ça permet en fait de sortir du poste de travail. Exactement. Et donc, ils sont dans un environnement beaucoup plus intime. Oui. Que en fait, cette enquête, elle est liée à ce que tu vas entendre lors de ces interviews. Je trouve ça super intéressant d'organiser le questionnaire pas a priori ou par rapport à ce que tu as vu avec les dirigeants, mais à la fois ce que tu as entendu des dirigeants, mais également dans tes entretiens téléphoniques. Exactement. Donc, tu vas faire ce questionnaire de cette façon-là. Oui. Et au moins, c'est plus rattaché à une réalité, parce qu'évidemment, on ne peut pas interroger toute une entreprise. Je dis souvent que la marque employeur, c'est le marketing de la sincérité. Donc il faut impérativement qu'on raccroche la vision des dirigeants, qui reste importante, c'est eux qui projettent quand même ce que doit véhiculer l'image de l'entreprise en termes de marque employeur, mais il faut impérativement le rattacher à une réalité. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Et si je veux être complet, je dirais qu'on a eu la vision des dirigeants, on a celle des collaborateurs, mais il faut aussi aller regarder à l'extérieur de l'entreprise en interrogeant des clients. D'accord, ok. Parce que de plus en plus, l'empreinte RSE des entreprises est scrutée par les donneurs d'ordre, les grandes entreprises qui ont elles-mêmes des obligations RSE. Et donc, l'empreinte sociale, l'employabilité, la façon dont vous allez recruter, dont vous allez accorder une place importante à la place des femmes dans le management, les parcours, le handicap, etc., c'est scruté de manière de plus en plus fine par les entreprises qui vont sélectionner leurs prestataires. Donc, on a intérêt aussi
aussi à scanner un petit peu l'image RH que renvoie l'entreprise à l'extérieur si on veut vraiment faire un travail complet sur la marque employeur. Et c'est vrai que là, je remarque beaucoup, notamment quand on travaille avec des grands groupes, nous-mêmes Indexel, où on va avoir de la part de ces grands groupes des grandes règles RSE à respecter, notamment quand on fait des appels d'offres, des choses comme ça. On remplit maintenant des documents où on parle de beaucoup de choses qui ne concernent pas du tout le projet, mais en fait l'état de l'entreprise, comment elle se comporte avec ses collaborateurs. Donc je trouve ça super intéressant. Tu parlais d'interroger les clients. Est-ce que tu ne penses pas que ce soit intéressant aussi d'interroger des partenaires qui peuvent être même des fournisseurs? Quand je dis client, je veux parler de l'écosystème. Donc ça peut être très intéressant d'interroger les partenaires. Ça peut être très intéressant d'interroger les partenaires RH de l'entreprise, notamment les cabinets de recrutement qu'il va falloir onboarder aussi, parce que c'est eux qui portent les premiers messages transmis par l'entreprise. Donc, c'est bien d'auditer avant et puis d'aller les revoir après. Donc, c'est tout l'écosystème. J'ai parlé des clients pour pas être trop long. Alors, je résume un peu la méthodologie pour nos téléspectateurs. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Un workshop avec les dirigeants, des entretiens téléphoniques avec les collaborateurs. Ça, c'est la deuxième étape. Tu composes du coup ce fameux sondage avec un outil type SurveyMonkey. Ça, c'est important parce qu'il faut pouvoir revenir vers la direction générale avec des éléments quali et quanti, pas juste avec du quali. Donc, avec ce fameux panel que tu composes, tu interroges aussi l'externe, donc l'écosystème. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, l'étape suivante, c'est pas la plus facile, c'est de faire la synthèse de tout ça, justement de retourner voir le top management pour dire voilà ce que vous m'avez dit, et voilà ce que j'ai entendu, et il faut que ça matche. Donc on va refaire un travail, et généralement ça se passe plutôt bien, parce qu'il y a pas, généralement les patrons sont quand même pas totalement à la ramasse par rapport à ce qui se passe dans leur entreprise, mais il y a des petites nuances à apporter, et quelquefois, ce qui est très intéressant, et je pense que c'est même le plus intéressant, c'est que ça met en exergue soit des sujets qu'on pensait traiter, exemple, la place des femmes dans l'entreprise. Souvent, les managers vont vous dire, le top management va vous dire, mais non, c'est pas un sujet, regardez, il y a une telle, etc. Et puis quand on interroge les gens, on s'aperçoit qu'il y a quand même un plafond de verre. Donc c'est des sujets qui sont soit mal traités, mal documentés, soit pas traités du tout. Et pour moi, ce qui rend le projet ultra intéressant, c'est que ça met en œuvre, si l'entreprise est suffisamment courageuse, des chantiers, des axes de progrès sur lesquels l'entreprise va pouvoir se focaliser et communiquer régulièrement en interne. Inclusion, diversité, handicap, place des femmes, gestion des carrières, gestion des rémunérations, politique de télétravail, etc., etc. Donc ça sert vraiment à benchmarker tout ça et à se lancer sur des axes de progrès. Donc l'étape suivante, c'est vraiment de reformuler une proposition de valeur employeur qui tienne la route, qui soit en même temps c'est un document, l'output c'est un document. On construit la vraie plateforme de marque employeur avec la promesse en gros, les piliers, etc. Mais à la fois en étant respectueux de ce que souhaite le top management, mais en même temps très réaliste par rapport à ce que vivent les collaborateurs. Sinon, encore une fois, on habille un peu trop la mariée et on déçoit les candidats et le taux de rétention est catastrophique. Donc ce travail-là, il est structurant, mais après, tout commence. Oui, c'est une première. En fait, on a fait tout l'amont. Oui. Mais après, il y a toute la phase, j'imagine, d'activation. Exactement. Alors peut-être avant de passer à cette phase-là, quel conseil tu donnerais à une entreprise qui veut se lancer dans cet exercice? Déjà, cet exercice amont, je ne parle pas de... Oui, bien sûr. Premièrement, ne rien céder sur la profondeur de l'audit initial. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui peuvent être perçus comme un peu tabous dans l'entreprise. Il faut oser mettre les pieds dans le plat. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas bien de le faire uniquement en interne. Qu'il faut impérativement se dégager de toutes les contraintes justement de gêne qu'on peut avoir à aborder les sujets en confiant ça à quelqu'un dont c'est le métier, qui a un peu de bouteille et qui va dire ce qu'il constate dans les autres entreprises. C'est quelqu'un qui généralement, moi j'ai fait ça 10, 15, 20 fois, donc je peux dire comment ça se passe à l'extérieur et benchmarker un peu l'entreprise. Donc vraiment gratter à fond sur l'ensemble des piliers qu'on a vus, dédier quelqu'un de l'extérieur à cette partie-là, et puis justement profiter de cette espèce d'audit pour mettre en place avec la DRH les chantiers qui vont bien. Donc en fait les chantiers ça va être des plans d'action à la fois de communication ou même des grands plans d'action de réorganisation de l'entreprise. Oui, alors après voilà, une fois qu'on a structuré la plateforme marque employeur, en fait, on a une espèce de bible comme une charte, et après il faut construire en fait 2 plans d'action, un qui va être dédié à l'attractivité.
Donc comment je fais connaître l'entreprise en tant qu'employeur à l'extérieur, pour attirer les bons profils, ce que je souhaite. Et là, encore une fois, c'est mieux de travailler avec une agence parce que les attendus en termes de qualité de production sont strictement les mêmes que ceux qu'on pourrait mettre en œuvre pour un client. Et d'ailleurs, les techniques qu'on va utiliser sont strictement les mêmes. Hein. Ce sont des campagnes digitales, c'est de la pub, etc. Donc c'est mieux de travailler avec une agence qui sait faire ça. Donc ça, c'est pour l'attractivité. Et quand on dit attractivité, ça veut dire savoir décrire aussi tout le processus de recrutement, tout le processus d'onboarding, tout le processus de gestion des carrières. Il faut que tout ça soit visible de l'extérieur, puisque c'est des questions que se posent aujourd'hui les collaborateurs, enfin les gens qui postulent plutôt. Ça, c'est pour le plan externe. Et puis, souvent, on a tendance à mettre tous les œufs dans le même panier côté recrutement et de délaisser un petit peu ce qui se papasse en interne. Ce qui se passe en interne. Surtout qu'ils ont été interrogés, donc ils attendent des changements. Exactement. Et puis ce qui compte, c'est pas de recruter des gens, c'est de les recruter et de les garder. Donc la rétention, c'est un élément extrêmement important. Donc il faut animer tout ça. Et ça passe par beaucoup de production éditoriale, beaucoup de témoignages, mais aussi, pourquoi pas, de l'affichage. Donc il y a vraiment un plan qui est dédié, qui doit être construit, nourri de manière extrêmement régulière, avec des KPI très, très précis. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est comme vous l'avez compris, donc c'est cette dernière étape qui est le plan d'activation, et c'est là que toute l'histoire commence. En fait. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'entreprises qui, selon toi, ont su mettre en place une marque employeur forte et engageante? Alors, je précise, comme on est une agence, qu'on va parler d'exemples extérieurs à Indexcel. Ah bah j'allais faire une exception. Je la fais quand même parce que... Ah, t'allais oui. Oui, je pense à Avanade, qui est la joint venture entre Microsoft et Accenture. Et c'est vraiment une entreprise, pour le coup, on la connaît bien parce qu'on travaille avec eux depuis des années, qui fait beaucoup d'efforts et qui soigne beaucoup sa communication, notamment autour de tout ce qui est inclusion, diversité, place des femmes. C'est un bon exemple parce qu'à la fois, l'activité est assez passionnante et en même temps, il y a beaucoup d'efforts portés sur en même temps l'animation en interne et aussi l'image qu'elle renvoie à l'extérieur sur ces aspects-là. On peut citer sinon dans le secteur du logiciel toujours... plutôt extérieur là ou sur lequel on a travaillé. Là, c'est extérieur. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Non. Donc là, c'est super objectif. Là, c'est super objectif. Ça l'était aussi avant, je crois. Dassault Systèmes. Alors, ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui vont bien sont plus séduisantes que les entreprises qui ont des résultats un peu plus mitigés. Dassault Systèmes, c'est une entreprise dont la culture favorise la créativité, l'apprentissage en continu, avec des opportunités au niveau international. Donc, c'est là-dessus qu'ils vont communiquer. Ils y arrivent plutôt bien. Dans le secteur de l'énergie, il y a par exemple Schneider Electric. Alors, eux, ils communiquent beaucoup sur la notion de développement durable, responsabilité sociale et sociétale, tout ce qui est environnement de travail inclusif, équilibre vie pro, vie perso. Dans le secteur de l'énergie, du gaz, il y a Air Liquide. Donc là, ils communiquent beaucoup côté business sur l'approche innovante, mais évidemment, ça rejaillit sur l'image RH. Et eux, ils travaillent beaucoup sur la notion de sécurité, de bien-être des employés. Donc ça convient bien à des gens qui vont rechercher en même temps un job qui est fondamentalement axé innovation, mais avec une certaine stabilité. D'accord. Et puis, un dernier exemple, dans le secteur du conseil, Capgemini. Alors, eux, ils ont un axe un peu différent. C'est un leader dans le conseil et les services. Et ils sont assez connus et reconnus pour une culture d'entreprise axée sur l'apprentissage et le développement personnel. Donc, ils vont plutôt attirer des gens qui ont envie d'apprendre. Donc, on voit bien que selon les dominantes dans la communication employeur, on va plutôt attirer un certain type de candidats. Soit des candidats, des jeunes candidats qui ont vraiment envie d'apprendre et qui vont servir l'entreprise comme d'un tremplin. L'enjeu, ça va être de les garder, évidemment. Et puis, des entreprises qui recherchent des profils plus seniors et qui vont plus... communiquer sur l'environnement de travail, la stabilité, l'équilibre vie pro, vie perso. Voilà. Alors, on arrive presque en fin de live, mais on va continuer encore un peu avec quelques questions. Vous pouvez évidemment poser vos questions. Alors, c'est pas super évident avec le système de commentaires, mais c'est pas très grave, on va y arriver. Manuela qui nous dit merci, donc merci Manuela d'être là et de nous suivre. Alors, deux questions que j'avais. Une première question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs qui ont des facilités en termes de marque employeur et qui sont plus performants en termes de marque employeur ou plus avancés?
Et est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs qui en ont, je dis pas qu'ils sont pas bons, mais qui en ont particulièrement besoin? Quelquefois, ça peut être le même, Bah, mais ce que j'observe, c'est que évidemment, le marque employeur, c'est un sujet qui a pendant longtemps été un peu ignoré ou alors vu comme ça de manière un petit peu lointaine par les comités de direction. puis, Le il y a eu DRH 2020. d'ailleurs avait un poids tout à fait relatif, était souvent relégué à des fonctions de gestion administrative de la paye et du recrutement. Et donc très logiquement, les secteurs qui ont été les premiers à l'aborder de manière un peu plus mature sont les secteurs en tension. Donc, par exemple, le secteur du développement logiciel, Ouais. ou le high-tech en général, a été sans doute précurseur là-dessus. Et puis, la pandémie, encore une fois, a agi comme un accélérateur. Le conseil aussi, je pense. Le conseil, voilà, exactement. Dans l'industrie, c'est plus tardif, et on y vient. Parce qu'on se rend compte qu'il y a les mêmes problèmes aujourd'hui de recrutement, les tensions sur le marché du travail. Ouais, sur des compétences plutôt pointues et qui sont souvent rares. Donc pour répondre à ta question, je dirais que le besoin, il existe partout, mais que la maturité pour aborder le sujet et l'ouverture d'esprit pour vraiment faire cet audit et creuser un petit peu, être clair sur ses ambitions RH, etc., elle est plus avancée dans le tertiaire que dans l'industrie qui démarre juste, en fait. Voilà. D'accord. Alors, j'en parlais au tout début du live, il y a un petit cadeau que Philippe vous propose, donc ça c'est plutôt cool. Tu as préparé en fait une sorte de checklist que je vais envoyer en commentaire à télécharger, évidemment. Est-ce que tu peux nous en parler pendant que je mets le lien? Oui, l'idée en fait m'est venue en préparant ce live avec Walid. C'est très ambitieux en une demi-heure de vouloir décrire une checklist complète. Et donc, moi, j'ai préféré vraiment concentrer la discussion sur les phases amont parce que c'est vraiment ce qui conditionne la réussite du projet dans sa globalité. S'il n'y a pas de plateforme de marque employeur, s'il n'y a pas un consensus au niveau de la direction générale, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est pas la peine de dépenser de l'argent dans des campagnes ou voilà. Donc j'ai vraiment voulu concentrer ça là-dessus, mais après il y a tout le reste et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de parties prenantes. Donc c'est un sujet qui est extrêmement structurant, passionnant, mais il faut être un chef d'orchestre. Et du coup, j'ai voulu faire cette checklist pour être sûr que les choses puissent être abordées dans l'ordre, sans oublier personne, embarquer tout le monde, faire travailler tout le monde, et montrer éventuellement ce qui pouvait être fait en interne et ce qui devait, selon moi, être confié à un prestataire extérieur. Et ça permet d'avoir un fil rouge ou en tout cas une sorte de plan d'action pour savoir par quel bout prendre le projet qui peut être compliqué parce qu'on doit impliquer forcément des dirigeants. Oui. Alors les étapes n'ont pas toutes la même importance selon les entreprises, mais au moins avec cette checklist, je pense qu'on est sûr de rien oublier. C'est aussi une base de discussion, c'est-à-dire que si les gens qui vont télécharger cette checklist souhaitent creuser les sujets, etc., ben moi je suis sur LinkedIn, on peut me contacter et je répondrai avec plaisir, mais au moins c'est une base assez complète qui permet de structurer son travail sur la marque employeur quand on démarre, parce que l'autre constat aussi, c'est que souvent on demande à des gens qui faisaient du marketing produit, du marketing de service, d'un seul coup de s'inventer marketeur spécialisé en marque employeur, c'est pas évident. Donc autant filer un coup de main à ces gens-là en structurant un plan d'action. Voilà. Et effectivement, c'est un document qui est on l'a fait plus ou moins sous Word, je crois. On l'a fait complètement sous Word. Voilà, donc vous sûr. pouvez le modifier à votre sauce et ça vous permet vraiment d'être super opérationnel dans la manière de mener le projet. Et moi, je serais ravi d'avoir des feedbacks là-dessus parce que moi, j'ai pas la science infuse, c'est juste le fruit de mon expérience. Mais si je peux avoir quelques commentaires, quelques retours, ça sera aussi très utile pour moi. Voilà. Du coup, on te retrouve évidemment sur LinkedIn. Oui. On peut même essayer de prendre rendez-vous avec toi. On peut prendre rendez-vous, on peut m'écrire et je réponds tout le temps. Voilà. Bon, bah super. On arrive en fin de live. On a tenu pratiquement 30 minutes sur ce live, donc c'est plutôt cool. On a bien tenu le timing. Je voulais vous dire quelques mots avant de finir ce live. Vous retrouvez la checklist à télécharger. On vous la remettra sur le compte d'Indexel pour pouvoir la télécharger, bien évidemment. Vous pouvez contacter évidemment Philippe pour en discuter. Et ce que je pouvais vous dire aussi, c'est que le prochain live sera en fin février. On vous dit pas le thème, mais ça risque d'être assez fun, donc moi je suis content, il faut qu'on le prépare avant, faut pas qu'on soit sur celui-là, il va être compliqué, parce que je recevrai 2 personnes et pas une, donc c'est aussi à moi de m'entraîner. On essuie un peu les plats sur LinkedIn. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur l'horaire, s'il vous plaît pas, voilà, et vous retrouverez le replay très très prochainement. On m'envoie aussi un message pour me dire...
Oui, alors qu'on doit remercier, alors c'est sûrement des personnes qui ont participé au live que je n'ai pas forcément vu. Merci à Pierre Fabre, Télécom Sud Paris, la CNAV, qui ont déjà téléchargé la checklist. Alors je ne sais pas qui c'est des gens de ces entreprises. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir déjà téléchargé et faites comme eux si vous voulez en parler, c'est le moment. Et puis merci à l'équipe du Studio du Passage. Qui a été super ce matin. Ouais. On ne remercie pas la RATP, elle nous a mis un petit stress. Et voilà. Merci Beaucoup à tous. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir.